Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 10 février et à la une de ce journal, la Chambre de commerce et de l'industrie met en place une cellule d'urgence. Son objectif est d'orienter les entreprises vers les aides économiques proposées par l'État et le Conseil départemental. Cette cellule avait déjà été activée lors du premier confinement au début de la crise sanitaire. La CCI, en partenariat avec les services de l'État, a décidé de la remettre en activité en raison du reconfinement. Les précisions dans ce sujet signé Ivan Rakotovaou. Son arrêt n'aura duré que quelques semaines. La cellule d'urgence de la Chambre de commerce et de l'industrie avait été mise en place en avril 2020 pour aider les entreprises à traverser la crise économico-sanitaire. Mise en sommeil en décembre dernier, elle a été contrainte de reprendre du service avec le reconfinement. Nous pensions tous que la crise allait être derrière nous. Malheureusement, il n'en fut rien et on est encore en plein dedans. Et on a vu tout de suite les chefs d'entreprise revenir parce que voilà, ils ont, avec le reconfinement, encore beaucoup de questions. Et la première réaction d'ailleurs a été de dire « mais pourquoi vous avez arrêté la cellule alors qu'on est encore en pleine crise ?» La cellule d'urgence de la CCI a vocation à informer tout type d'entreprise sur les aides proposées par l'État ou le conseil départemental. Pour cela, elle met en place un standard unique d'accueil pour les entrepreneurs et créateurs d'entreprises, un service d'accompagnement personnalisé et nouveauté par rapport à l'an dernier, des séminaires en ligne d'information. Où on aura tous les services concernés pour aider les entreprises qui seront en ligne dans le cadre d'un Facebook Live et on espère un relais par les médias locaux. Et l'idée, c'est que chaque service de l'État et du département va présenter pour le secteur d'activité qui sera donc à l'ordre du jour du webinaire, l'ensemble des dispositifs applicables au secteur d'activité. Confinement oblige, l'ensemble des actions de la cellule d'urgence sera dématérialisé. On aura une approche très agile du problème. On a un standard unifié et donc un numéro de téléphone où tout le monde peut appeler. Et donc c'est le 02 69 50 23 11. Il y a également une adresse mail à disposition, donc c'est covid19@mayotte.cci.fr où tout le monde peut nous contacter. La cellule de la CCI sera mise en place jusqu'à l'été prochain minimum. Une fois le confinement levé, un accueil physique pourra être mis en place. Et si les entreprises ou encore les restaurateurs ont fait part de leur colère concernant les dernières mesures prises, d'autres acteurs économiques plus discrets se retrouvent également dans une situation complexe. C'est le cas des artisans locaux qui doivent également composer sans revenu, ce qui n'est pas une mince affaire. Nous avons rencontré l'une d'entre eux, Juliette, céramiste, qui nous parle de ses difficultés. Un reportage signé Jaidi Maoulida. Le confinement instauré sur l'île impacte toute la population active du département. Si les entreprises ont du mal à tenir la corde, il en est de même pour les artisans locaux. Juliette doit également faire face aux mesures prises par le gouvernement, une tâche loin d'être évidente. C'est forcément compliqué, surtout qu'on arrive après la période de Noël et où on pensait se reposer pour mieux démarrer. Et en fait, au moment où on devait bien redémarrer, on est bloqué dans nos activités. La première annonce de confinement a été très rapide. En fait, on n'a eu même pas un jour pour s'organiser. En plus du manque d'anticipation qui a fait grandement défaut aux artisans, Juliette a dû composer sans les aides du gouvernement, elle qui a lancé son activité en 2020. Je pouvais en bénéficier par celle de l'État, mais j'avais le droit à X% de mon chiffre d'affaires. Et comme je n'avais pas de chiffre d'affaires parce que je venais d'être créée, on m'a dit vous avez le droit à 0 €. Au niveau du département, même si j'ai été créée dans la tranche d'éligibilité, on me demandait des pièces que je ne pouvais pas avoir parce que c'était des pièces qui sous-entendait que j'avais été créée en 2018. Et donc non, j'ai pas touché ces aides-là. Sans chiffre d'affaires, avec des problèmes d'import et des machines qu'il va falloir remplacer, Juliette se retrouve livrée à elle-même. Jean-Denis Larose, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, est conscient de ces problèmes administratifs et il assure que la situation a été réglée. Les textes, on demande les bilans des 3 dernières années. Mais là, nous étions intervenus pendant le premier confinement et donc cette discussion-là et ce problème-là est résolu. Voilà, donc moi j'invite les artisans qui sont dans cette situation à nous contacter à la cellule de prise et donc une
solution leur sera proposée. Dès qu'on va être au courant de toutes les aides économiques, on va aider les artisans à monter les dossiers, comme on a fait pendant le premier confinement au mois de mars. Avec la fermeture des marchés, les artisans ne bénéficient que d'une exposition limitée pour essayer de s'en sortir. La CMA assure que des discussions sont en cours avec plusieurs municipalités afin de les épauler. Ce sera le cas notamment de Mbeni, Ntamboro ou encore Pamandi. Et le BTP est l'un des rares secteurs autorisés à travailler malgré le confinement. En effet, sur une île où beaucoup reste à construire, tout a été mis en place pour que les chantiers ne s'arrêtent pas. Cela implique la mise en application d'un protocole sanitaire très strict. Sur chaque zone de travaux, il convient de respecter des règles drastiques, que ce soit pour les ouvriers comme pour les cadres et autres architectes. Écoutons plutôt Guillaume Narayanin qui nous parle des adaptations consenties au micro de Léonard Audier. Dans les faits, comment ça se traduit? On va se retrouver avec des contraintes de chantier qui sont exactement celles que vous venez d'évoquer. On coule une dalle, on doit monter des pierres. Eh bien, on respecte les minima. Les minima sont de ne pas surpeupler le chantier, puisqu'on a des chantiers des fois qui se déroulent sur 50 mètres carrés, d'autres qui se déroulent sur 1000 mètres carrés. Donc on fait attention au flux de personnes, on minimise au maximum. Si on a de la coactivité avec d'autres entreprises, elles sont déclarées en amont avec les coordinateurs de sécurité, donc qui sont des tiers, qui sont des personnes extérieures qui nous contrôlent. Port du masque, bien évidemment, que ce soit sur les chantiers, dans les véhicules, avec un minimum de personnes dans les véhicules ou au bureau, obligatoire pendant toutes les heures de bureau, même si c'est loin d'être agréable. Ensuite, nous avons également la présence de gel, mais aussi de points d'eau qu'il faut mettre. Bon, les points d'eau ont toujours été nécessaires sur les chantiers, mais lavage de mains régulier encouragé avec savon. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment ces inondations en raison des fortes pluies actuelles ou encore la fin de la campagne Sis-Mahorais. Au montage, Leslie Vimenet. Face à la situation sanitaire, la préfecture est mobilisée de manière à éviter des drames sociaux. À la demande du préfet, le sous-préfet Jérôme Millet a réuni hier matin le président de l'association des maires, le président de l'UDAF et de l'UDCCAS, ainsi que les représentants de l'ARS et de la DGSCS. Objectif, faire en sorte que la solidarité nationale continue de protéger les habitants les plus vulnérables. En 2020, 7,4 millions d'euros ont été investis au profit de 230 000 personnes, en plus de l'aide de droit commun. Cette rencontre a permis de désigner des référents Covid-19 au sein des CCAS, tête de pont de l'action sociale et interlocuteurs de l'État. Elle a également été l'occasion de partager la liste des personnes identifiées comme fragiles. Bien évidemment, l'ensemble des structures mobilisées vont devoir veiller au respect strict des consignes sanitaires pour protéger autant les bénéficiaires que les bénévoles et le personnel. Après 2 mois en mer, la campagne Sis-Mahorais à bord du navire Le Pourquoi Pas vient de prendre fin. Cette mission présentait un double intérêt, assurer un objectif de surveillance de l'activité du volcan et mener une investigation plus large sur l'ensemble de l'archipel des Comores. Plus que se focaliser sur le volcan lui-même, il s'agissait de cartographier les fonds marins tout autour de la zone. Un rayon plus large d'investigation sur lesquels les scientifiques ne disposaient encore que de peu d'informations. Cette mission va donc permettre de mieux placer ce qui se passe à Mayotte dans son contexte régional. À noter que 2 enseignants de sciences et vie de la Terre du rectorat de Mayotte étaient à bord du navire pendant toute la durée de la mission pour documenter les recherches et animer un blog. Cet outil a permis de faire le lien avec les élèves et enseignants de l'île, mais aussi aux Comores avec plusieurs chercheurs comoriens intégrés au projet. Les pluies des derniers jours ont permis de remplir les retenues collinaires. Une bonne nouvelle, même si ces précipitations ont aussi des côtés négatifs. En effet, des inondations sont enregistrées aux 4 coins de l'île, entre caniveaux qui débordent, routes détruites et déchets ruisselants. La population est confrontée à une multitude de désagréments. C'est le cas de l'hôtel La Résidence, situé à Kaweni. Ce dernier, qui subit la crise sanitaire, doit accueillir des effectifs de la réserve sanitaire dans les prochains jours.
Néanmoins, les pluies ont détruit le chemin d'accès au point que la gérante ne sait même pas si ses clients pourront rentrer dans les prochaines heures. Depuis 5 ans, l'accès goudronné a été détruit et malgré les différents appels à l'aide, les instances ne semblent pas réagir. En Petite Terre, là aussi, les inondations posent de nombreux problèmes et font craindre des accidents en raison des caniveaux qui débordent. Politique maintenant. Colistière de Mohamed Majani lors des élections municipales. Hélène Polodzek est candidate pour les élections cantonales cette fois. Elle brigue un mandat dans le canton 3 de Mamoudzou. Selon elle, il est grand temps de faire évoluer la politique locale et d'en finir avec les politiciens de la vieille école. La candidate souhaite incarner le renouveau de l'île et participer pleinement au développement du 101e département. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Alors je suis candidate tout d'abord parce que j'ai vraiment envie de participer à l'avancée du développement de Mayotte, d'accord, et d'apporter ma contribution à Mayotte qui est en construction, apporter ma pierre à l'édifice. Donc à Mayotte, nous n'avons plus besoin, premièrement, d'élus qui promettent monts et merveilles pour ensuite disparaître une fois élus et qui réapparaissent 6 mois avant la fin de leur mandat pour en briguer un second et continuer à toucher des indemnités. Et deuxièmement, à Mayotte, nous n'avons plus besoin non plus de la boulimie politique. On ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Et donc, on a besoin de gens actifs, présents, motivés, engagés, et non pas d'élus qui jouent à cache-cache et dont le seul combat est de cumuler les titres honorifiques. Donc je veux faire de la politique différemment, je veux être au contact et au plus près de la population pour défendre au mieux les intérêts donc des habitants du canton 3 de Mamoudzou, mais aussi les intérêts des Mahorais en général. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwesi. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.